bonne mœurs. Merci Boubacar Dieng. Azoura Fall donc libre, une liberté provisoire. Eladjo Ousseynou Kaïré, lui, il reste en prison. La réaction d'un des avocats de la défense, Maître Siré Clédorli. Ce qu'il faut retenir, c'est que le juge a ordonné la mise en liberté d'Azoura et maintenu Kaïré en détention pour que le jugement se tienne la semaine prochaine. Je dirais que je suis quand même choqué parce que du point de vue du droit, ce n'est pas une liberté provisoire, mais une liberté d'office. Parce que de bout en bout, le procureur de la République a méconnu la loi. Il a violé la loi. Et leur détention à tous les deux est une détention arbitraire. Et si, en fait, la loi exige que les débats d'audience en matière pénale soient des débats publics, c'est pour que le peuple lui-même puisse en juger. Je pense qu'il est temps que les pouvoirs du procureur soient limités avant que la personne ne soit déférée au tribunal. Et ensuite, qu'on lui retire tous ses pouvoirs en matière de détention. Parce que l'arrestation et la détention diffèrent. Et c'est urgent parce que le cas d'Azoura, le bon. Et le pire, c'est que ce sont des faits amnistiés qui ont été déférés au tribunal. Maître Siré Clédorli, un des avocats donc qui défendent Hassan Gueye, alias Azoura Fall, et Eladjo Ousseynou Kaïré. C'était ce matin au tribunal de Dakar. Je rappelle qu'Azoura Fall a bénéficié d'une liberté provisoire. Kaïré, lui, reste en prison. Midi 6 minutes, la suite du journal Éducation, direction Bambey. Les étudiants de l'UADB qui semblent avoir laissé le champ de bataille à leurs cadets du lycée et des collèges de la ville. Ces élèves sortis en masse ce matin ont voulu improviser une marche pour, disent-ils, dénoncer le comportement du censeur du lycée qui aurait eu une vive altercation avec un des leurs. Mais le rassemblement a été vite dispersé par la police. Le calme est certes revenu dans la ville, mais les élèves, tenez-vous bien, exige des excuses publiques de la part du censeur ou alors son départ. Une réunion de crise se tient à l'instant même au lycée. Entre autres personnalités présentes à la rencontre, le maire de la ville, les parents d'élèves, la police, le proviseur et des responsables du gouvernement scolaire. La réaction de l'IA de Diourbel. Ababakar Sadikh Niang, au micro de Anna Rocha. Le lycée de Bambey est en train de subir les conséquences des dégâts collatéraux de la situation qui prévaut au niveau de l'université Alioune Diop de Bambey, avec qui, effectivement, ce lycée partage quasiment le même site, ce qui a fait, effectivement, que depuis 72 heures, les cours sont perturbés. Je dois dire et me réjouir quand même du retour au calme depuis ce matin, qui est le fruit quand même de la mobilisation de l'ensemble des acteurs, des négociations qui sont entamées depuis hier, ayant conduit, et c'est important, à la libération d'élèves qui avaient été pris hier. C'est un signal fort qui doit quand même être interprété par les élèves, par les parents qui se sont impliqués, par également M. le maire de la ville de Bambey. Mm-hmm. Un signal qui doit être interprété quand même comme une volonté de notre part de trouver des réponses aux préoccupations qui ont été effectivement portées par les élèves. Le moment choisi n'est pas opportun de mon point de vue parce que le planning des évaluations du second semestre est déjà calé. Ababakar Sadikh Niang, l'inspecteur d'académie de Diourbel. La mort de l'étudiant Fallucène il y a 7 ans, ce 15 mai, jour pour jour, c'était en 2018. L'étudiant tué lors de violentes manifestations à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. 7 ans donc, et le présumé meurtrier court toujours. Ses camarades de l'UGB se souviennent de lui. Ils ont décrété ce matin 24 heures de cessation de toute activité pédagogique et ils demandent aux nouvelles autorités de tout faire pour apporter la lumière sur cette affaire. Les étudiants souhaitent également l'ouverture des dossiers Alpha Yoro Tunkara et Prosper Senghor morts dans les mêmes circonstances. C'était lors des manifestations politiques. Ousmane Ka, le président de séance de la coordination des étudiants de l'UGP. 8 longues années que cette affaire traîne sans que les responsabilités n'aient été clairement établies. 8 ans d'attente, d'incompréhension et de douleur pour sa famille, ses proches et surtout pour nous, ses camarades étudiants. Aujourd'hui, avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement, nous lançons un appel solennel. Nous lançons un appel solennel à sa conscience, à sa responsabilité, mais surtout à sa sensibilité face à cette injustice. Parce que Fallucène n'était pas seulement un étudiant, il était un soutien de famille, un espoir pour les siens et un avenir brisé trop tôt.
tôt. Alors aujourd'hui, la coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété 24 heures de cessation des activités pédagogiques, 24 heures de sieste pour réclamer justice, parce que Fallou Sène mérite justice, sa famille mérite vérité et réparation, et notre communauté universitaire a besoin d'exemples concrets pour croire à l'état de droit. Parce que la coordination des étudiants de Saint-Louis ne dispose pas seulement de ce dossier sur la table de la justice, mais nous avons d'autres dossiers. Je veux bien citer les dossiers de nos camarades Alpha Yoro Tunkara et Clédor Prosper Senghor. Comme annoncé hier, le ministre de l'Éducation nationale vient de publier une circulaire pour demander un meilleur encadrement des activités des gouvernements scolaires dans les établissements publics et privés, une mesure qui fait suite à l'affaire des danses obscènes lors des journées culturelles dans une école privée à Ziguinchor. Le président du gouvernement scolaire du lycée Blaise Diagne salue la réaction du ministre. Il condamne cette affaire et appelle ses camarades présidents de gouvernement scolaire à plus de responsabilités. Seydou Abou Bakri Digo avec Eladji Goudien. Ces images m'ont fait mal parce que ça va à l'encontre de nos valeurs et de nos cultures. Heureusement, il a précisé dans son circulaire écoles privées et publiques parce qu'en général, ces genres d'événements sont plus ancrés dans les écoles privées parce qu'il n'y a pas assez d'encadrement là-bas. Nous, dans l'école publique, par exemple, on n'a jamais fait d'événements sans que l'administration nous encadre. C'était aussi simple que ça. Mais par rapport aux décisions du ministère, nous voulions le rappeler. C'est pas parce qu'un événement isolé s'est passé que devrait interdire certaines choses. Peut-être qu'ils ont mal fait parce qu'ils n'ont pas suivi les bons exemples. Mais par exemple, nous pouvons recadrer les choses, embellir les choses. On peut tout dire, mais ça fait partie de notre culture. Il faut juste revoir la façon de faire, comment l'organiser. Parce qu'un bon encadrement suffira toujours. S'il n'y a pas assez d'encadrement, les élèves feront ce qu'ils veulent. C'est malheureusement ce qui se passe au Sénégal. Mais est-ce que vous, les gouvernements scolaires, vous n'avez pas de responsabilité par rapport à ce genre de situation? Parce que vous devez être plus regardant pour éviter certaines dérives lors de ces activités socio-culturelles. Effectivement, c'est tout à fait de leur faute. C'est la faute des présidents du président qui a été négligent par rapport à son établissement et à ses journées culturelles. Parce que ce genre d'événement ne devrait pas être accepté en tant qu'élève leader. Tu te dis être président, tu te dis être là pour encadrer ou recadrer les élèves, être là au nom des élèves. Alors tu dois être responsable. Le gouvernement scolaire est avant tout là, soit pour éduquer et pour divertir en même temps. On peut allier les deux, mais de manière à ne pas biaiser nos cultures et valeurs. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Privé d'électricité depuis des années, Kébé-Walo, un village niché dans la commune de Ngent-Kaï, dans le département de Nioro, crie à l'injustice. Au banc des accusés, l'équipe municipale, les habitants du dit village qui se sentent lésés menacent de descendre en masse dans la rue. Fatumbo, cette manifestation aura lieu avec ou sans autorisation. Depuis des années, le village de Kébé-Walo, situé dans la commune de Ngent-Kaï, est plongé dans le noir. Aucune lumière publique, un quotidien difficile que les habitants ne veulent plus accepter. Nous dénonçons vraiment ce manque d'électricité dans notre village, alors que les autres villages en bénéficient. Trop, c'est trop, lâche Ibrahima Thiam, porte-parole du chef de village. Pour lui, la situation ne relève plus d'un simple oubli, mais bien d'un choix politique délibéré. C'est une discrimination notoire de la part de la commune qui choisit ses militants. Nous avons fait une demande, mais en vain. La politique ne doit pas s'immiscer dans la gestion de la cité au point de pénaliser les populations. Exaspérés, les habitants menacent aujourd'hui d'investir les rues. Une marche pacifique, disent-ils, mais qui se fera avec ou sans l'aval des autorités. Si la situation n'est pas résolue à temps, nous organiserons une marche de protestation, avec ou sans autorisation, pour nous faire entendre. En plus de l'absence d'électricité, Kébé-Walo souffre d'un manque criant d'infrastructures sociales de base, ce qui impacte négativement les activités quotidiennes des populations. Le chef du village interpelle les nouvelles autorités pour qu'elles prennent en charge leurs préoccupations urgentes. Fatumbo Ngent-Kaï, Radio Futur Média. Vous les avez peut-être entendus sur cette antenne, les travailleurs municipaux de la commune de Sédhiou qui réclamaient entre autres le paiement des rappels d'avancement. 24 heures après leur sortie, la municipalité a pris la parole. Omar Kanté, le deuxième adjoint au maire, informe que les États sont déjà introduits. Une commission paritaire est même annoncée pour la prise en charge des avancements.
Par rapport aux questions qu'ils ont soulevées, d'abord par rapport aux avancements, j'avoue qu'effectivement au niveau de la commune, l'avancement date d'un certain nombre d'années et les agents ont toujours réclamé vraiment qu'on leur fasse les notations pour leur avancement, pour que ça puisse être payé. Mais là, je le déplore parce que nous avons pris l'engagement, c'est moi-même qui étais chargé de les assister et à travers un inspecteur du travail pour faire la situation de l'ensemble des agents, ce qui a été fait depuis un certain nombre d'années, les arriérés qu'ils ont. Donc on a fait toute cette situation-là et ils m'ont transmis le document que j'ai transmis au niveau du secrétaire municipal. Comme vous le savez, c'est le secrétariat municipal qui gère l'administration de la collectivité, donc de la mairie. Et là, nous étions dans les dispositions vraiment de mettre en place la commission paritaire parce que, comme vous le savez, lors du premier avancement qui avait été fait, vers 2019, je suppose, cette commission n'avait pas été mise en place et c'était l'une des recommandations de la Cour des comptes qui était venue nous inspecter. Maintenant, par rapport aux conditions de travail, je pense que la commune ou bien la mairie de Sédhiou, tous ceux qui viennent nous félicitent déjà par rapport au cadre. Omar Kanté, des propos recueillis par notre correspondant Sédhiou Bakary Konté. Création de systèmes agricoles durables et résilients, les militants de l'agroécologie poursuivent leur périple à l'intérieur du pays. Des campagnes de sensibilisation pour un changement de paradigme et cela, à leurs yeux, passe par le bas âge. À Kaolack, ils ont ciblé les écoles pour inciter les enfants à consommer local. D'ailleurs, ils ont installé une cantine scolaire à l'école inclusive de Ndangan 3. Là-dessus, nous écoutons Adama Kanouté, le directeur exécutif de Sicodev Afrique, propos recueillis par Fatumbo. S'il y a une école qui se donne comme mission d'accueillir des enfants handicapés, il faut que nous autres, nous puissions aussi venir en aide à cette école-là en faisant en sorte que ces mêmes enfants puissent avoir un autre droit fondamental différent de l'éducation, le droit à l'alimentation. Et c'est pourquoi nous avons mis une cantine scolaire ici à Ndangan où on ne se nourrit que de produits agroécologiques, de produits locaux. Ça entre bien dans notre campagne que nous menons avec nos partenaires au niveau continental, notamment AFSA, pour dire qu'il faut qu'on inverse nos habitudes de consommation. Ce pays ne peut pas continuer à importer plus de 1000 milliards de francs CFA par année pour des denrées alimentaires. Il faut inverser ce modèle de consommation. Justement, la caravane a pour objet de sensibiliser encore plus sur cela. Il faut que les organisations paysannes puissent être dotées de moyens pour pouvoir produire assez. Nous avons, au bout de notre plaidoyer, réussi à avoir que l'État mette aujourd'hui 20% de ses subventions dans les engrais naturels. C'est tout cela que vous appelez, il est temps d'appuyer les agriculteurs. Et quand on les appuie en leur donnant des techniques qui les libèrent, alors nous sommes sur la voie de la souveraineté alimentaire. Et nous parlons des préparatifs de la Tabaski. C'est déjà l'effervescence au forail de Seoukhaï Ngoundiane dans le département de Thiès. Des troupeaux de moutons venus de l'intérieur du pays et de la sous-région commencent à débarquer, mais jusque-là, les prix sont jugés trop élevés. Charante Diop. Le forail de Seoukhaï Ngoundiane renoue avec son effervescence d'antan. Des troupeaux de moutons venant des quatre coins du pays et même de la sous-région commencent à débarquer. Marchandage par-ci, par-là, contre toute attente, les moutons coûtent excessivement cher. Les prix varient entre 120 et 300 000 francs. Abdoulaye Dien vient de Dara Djolof. Regardez cette catégorie. Le plus petit coûte 120 000 francs. L'autre que vous voyez, c'est à 200 000 francs. Comme s'ils se sont passés le mot, vendeurs de moutons, rabatteurs justifient tous la cherté des moutons par le prix élevé des aliments de bétail. Sachez que dans ce Sénégal, le prix du mouton qui ne cesse de grimper ne sera plus à portée de toutes les bourses. Mbaye Dione, le maire de Ngoundiane, a déployé des moyens pour mettre les éleveurs dans de bonnes conditions. Nous accueillons tous les jours les éleveurs qui viennent du Mali, de la Mauritanie, de la Gambie, de
la Guinée, mais également du Sénégal de profondeur, pour en tout cas les mettre dans des conditions pour que tous les Sénégalais, les populations de Ngoundiane puissent accéder à l'achat d'un mouton à des conditions moins onéreuses. Ces éleveurs demandent aux autorités de renforcer la sécurité parce que chaque année, ils vivent l'enfer avec la recrudescence des cas de vol et d'agression. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, midi 20, je vous l'annonçais en titre, Y'en a marre ou encore Frappe. Ces noms résonnent encore dans nos mémoires des mouvements citoyens dont certaines figures marquantes ont décidé de rejoindre le pouvoir. Glissement naturel ou dérive dangereuse, un dossier réalisé par Mohamed Ali Mouba sur ce virage entre guillemets stratégique. Ils ont commencé par réveiller les consciences. Y'en a marre, collectif de rappeurs et de journalistes, a secoué le Sénégal en 2011, chantant la colère des quartiers et rêvant de démocratie. Frappe de Guy Marius Sagna, à son tour, a mobilisé dans la rue pour dénoncer l'injustice. Mais ces mouvements, nés de la vitalité citoyenne, glissent aujourd'hui dans l'arène politique, une trajectoire fascinante et dangereuse à la fois, selon Papa Madoufal, journaliste. L'élément, je dirais, de Y'en a marre et choisi de décider d'aller dans le champ de la politique qui peut les condamner. S'ils veulent que les choses se passent mieux, cela surprendra certainement parce que on le dit simplement, on savait que vous y arriverez. Malheureusement, c'est pas le constat. On savait que vous y viendrez. Donc, séparer la politique de l'engagement civique, donc de la citoyenneté, c'est extrêmement difficile. Le constat est là. Ce n'est pas nouveau. D'autres l'avaient fait avant eux. Certainement que le Sénégal ne s'arrêtera pas avec ce que l'on constate aujourd'hui. Premier danger, la perte d'autonomie. Entrer dans un parti, c'est accepter des compromis. Les décisions ne seront plus toujours dictées par l'intérêt général, mais souvent par la stratégie et parfois les alliances d'appareils. Pathé Mbodja. À long terme, on se rend compte que, au fond, il n'y a pas de combat inutile et que tout combat prétendu est un combat pour soi-même et pas pour les populations. Et la vraie question demeure donc, qui demain restera dehors pour crier quand tout le monde sera dedans pour négocier? Nous sommes dans un autre temps. C'est le temps de la victoire et du repos du guerrier qui exerce le pouvoir, mais en n'oubliant pas que ce pouvoir est aussi source d'entropie, que certains vont combattre ce pouvoir sous le prétexte aussi d'une société civile. Le défi est de ne pas trahir l'élan, garder vivante cette force citoyenne même depuis les couloirs du pouvoir. C'est pas évident car la démocratie c'est d'abord des voix qui s'élèvent et qui osent se faire entendre même du dedans. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié Diop. Merci Barthélémy Ngom. Mauritanie d'abord, le procès en appel de Mohamed Ould Abdelaziz, l'ancien président condamné à 15 ans de prison. Il a écopé d'une peine plus lourde que celle prononcée en première instance. La sentence initiale était de 5 ans. C'est hier que la cour d'appel de Nouakchott a rendu son jugement dans le procès pour abus de pouvoir, enrichissement illicite et blanchiment d'argent. Les détails avec Mohamed Diop à Nouakchott. L'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été condamné à 15 ans de prison ferme pour corruption, abus de pouvoir et dissimulation de revenus criminels. Et cela en vertu des articles 13, 14 et 17 de la loi anticorruption en vigueur depuis 2016. Cette peine est plus lourde que celle prononcée en première instance qui était de 5 ans. Dans le même dossier, Mohamed Ould Moussabou, homme d'affaires et beau-fils de l'ex-président, écope de 2 ans de prison ferme. Autre décision marquante, on note la dissolution de la fondation caritative El Rahma, fondée par Ahmed Ould Abdelaziz, le défunt fils de l'ex-président. Tous les biens de la fondation ont été confisqués au profit du trésor public. La justice l'accuse d'avoir servi au blanchiment de fonds criminels. 6 autres prévenus ont été cependant relaxés dans ce dossier dit de la décennie, car il couvre les 10 ans de règne de l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz. Mohamed Diop, RFM, Nouakchott. En Côte d'Ivoire, Georges Tidiane Thiam saisit le ministère de la Justice pour son certificat de nationalité. La délivrance du document avait été suspendue il y a de cela 1 mois suite à une procédure judiciaire initiée par Dame Valérie Yapo pour faire constater sa perte de nationalité française. Réélu hier à la tête du PDCI après sa démission, Tidiane Thiam devra affronter ce jeudi donc la justice ivoirienne qui doit rendre son verdict dans l'affaire Valérie Yapo. Retour sur ce feuilleton judiciaire avec Gobi Ayabi.
Quelques heures avant sa réélection à la tête du PDCI, Tidiane Thiam a saisi le ministre ivoirien de la Justice afin d'obtenir son certificat de nationalité ivoirienne. La délivrance du sésame à l'ex-patron du Crédit Suisse avait été suspendue par le tribunal de première instance d'Abidjan le 10 avril dernier. Selon la juge Aminata Touré en charge de l'affaire, la délivrance du certificat de nationalité peut être suspendue en cas de contentieux, que sa décision faisait suite à une procédure judiciaire initiée pour faire constater une éventuelle perte de nationalité de Tidiane Thiam en lien avec sa naturalisation française intervenue en 1987. En effet, derrière ce feuilleton judiciaire, une femme, Valérie Yapo, ex-membre du bureau politique du PDCI, qui conteste la légitimité de Thiam à la tête du PDCI, demandant sa destitution et la mise sous tutelle du parti en raison de sa nationalité française au moment de son élection. Dans la foulée, le ministère de la Justice a déclaré le 28 avril 2025 que Tidiane Thiam avait automatiquement retrouvé sa nationalité ivoirienne après s'être libéré de son allégeance à la nationalité française en mars 2025. Dans cet imbroglio, Tidiane Thiam, redevenu alors ivoirien, a démissionné de la tête du PDCI pour mieux être réélu avec un score fleuve de 99,77% hier mercredi. En 72 heures, une démission, un bureau politique, un congrès et une réélection. Un exploit jamais réalisé par un parti politique en Côte d'Ivoire. Après 3 reports, la justice ivoirienne devra rendre son verdict ce jeudi dans l'affaire Valérie Yapo et tous les regards restent figés vers le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Perturbation du secteur de l'éducation au Niger. Les enseignants ont déserté les salles de classe depuis hier mercredi. Grève de 72 heures décrétée par un collectif de 28 syndicats. Ils réclament le recrutement sans concours d'enseignants contractuels dans la fonction publique, le paiement en temps et en heure de leur solde, la sécurisation des professeurs dans les zones de conflit. Dissolution demandée de plusieurs partis politiques en République démocratique du Congo. Le ministère de l'Intérieur a confirmé, le ministre de l'Intérieur a confirmé que la justice a été saisie pour la dissolution de 4 partis politiques, dont le PPRD de l'ancien président Joseph Kabila. Pour Jacquemain Chabani, ces partis sont dirigés par des leaders ayant franchi la ligne rouge et sont en complicité avec des groupes qualifiés d'agresseurs. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie avait déjà été suspendu le 19 avril dernier après l'annonce du retour de Kabila à Goma, une ville sous contrôle du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda selon Kinshasa. Le 24 avril, le parquet a été saisi pour enclencher une procédure de dissolution. En France, le bracelet électronique de Nicolas Sarkozy a été retiré. L'ancien président de la République a bénéficié du régime de la libération conditionnelle qu'il avait demandé en raison de son âge. Nicolas Sarkozy a été condamné à 1 an de prison ferme pour corruption au magistrat dans l'affaire dite des écoutes. Le Moyen-Orient, pour terminer, au moins 82 personnes ont été tuées à Gaza dans des bombardements israéliens depuis le début de la journée. Une annonce de la défense civile palestinienne, la plupart dans le gouvernorat de Khan Younes, dans le sud de l'enclave. Un bilan précédent indiquait au moins 50 morts. Hier, une trentaine de morts avaient déjà été recensés dans l'enclave palestinienne après des bombardements aériens israéliens. Merci beaucoup, Georges Détié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, enseignement supérieur, perturbations dans les universités publiques. Comment analyser la situation, les chantiers inachevés dans les universités, le nœud du problème? C'est le cas à l'UADB, à l'université Alioune Diop de Bambey. La parole tout à l'heure à nos 2 intervenants. Nous serons avec Yankoba Seydi, ancien coordonnateur de la section SAES de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et Mohamedou Lamine Ba, chef du département des sciences de l'éducation à l'UFR des sciences de l'éducation et de la formation et du sport de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. RFM Sport. Malal Diane Junior dans ce studio à mes côtés. Bonjour. Bonjour Barthélémy. Du football d'abord, on joue les demi-finales de la Coupe du Sénégal cet après-midi. Avec la présence de 2 équipes du football amateur à ce stade de la compétition, le Jaraaf, l'équipe la plus titrée du Sénégal et leader de la Ligue 1, reçoit au stade municipal de Ngor à 16h30 l'équipe des Builders FC de la Padoue. À Massensen, à Fatick, l'équipe des Guelwaars joue contre l'équipe de Génération Foot qui a eu à remporter également et le championnat et la Coupe du Sénégal. Comment expliquer la présence et la performance de ces 2 équipes qui évoluent dans le monde amateur? Robert Sao, formateur et dirigeant au niveau de Darussalam, a répondu à la question au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Builders
et Guelwaar ont des chances réelles de se qualifier. Ce n'est pas un hasard si on les retrouve aujourd'hui en demi-finale contre deux clubs de Ligue 1. Dans leur parcours, ces deux équipes ont eu à éliminer des équipes de palier supérieur. Pour la rencontre Builders-Jaraaf, déjà Builders est un mélange de jeunes joueurs talentueux mais aussi de joueurs expérimentés. À l'image d'Ablaye Gaye, leur défenseur central, qui est un transfert du Jaraaf. C'est une équipe qui joue bien au ballon, c'est une équipe joueuse. Le Jaraaf joue, donc le jeu sera ouvert. Et entre deux équipes joueuses, vraiment, les opportunités vont se créer et les joueurs de Builders savent mettre au fond toutes les occasions qu'ils pourront avoir. En ce qui concerne la rencontre Génération Foot, Guelwaar est une équipe qui est intraitable à domicile. Guelwaar a marqué 5 buts contre Jamono de Fatick et aucun club de Ligue 1 n'a fait autant. Donc vous voyez, leurs chances sont réelles et je suis convaincu que ces deux clubs de National 1 peuvent bel et bien se qualifier. Leurs chances sont vraiment réelles. Et nous parlons de lutte simple Malal Diagne Junior, drapeau du chef de l'État Ziguinchor qui accueille l'événement, veut le trophée. Déjà, il y a des équipes qui ont fait le déplacement depuis hier pour aller s'installer et disputer ce trophée que détient Dakar. La ville de Ziguinchor a mis en place un plan-programme pour préparer son équipe à Djembérin, loin des regards indiscrets. Objectif, avoir la meilleure équipe possible pour remporter ce trophée du chef de l'État édition 2025. Yankoba Sadio, inspecteur des sports de Sédhiou, a répondu à la question sur comment ils ont préparé l'équipe de Ziguinchor. Nous tirons un bilan très satisfaisant parce que Ziguinchor ne s'est jamais regroupé pour préparer justement ce tournoi. Alors cette année, avec l'aide de Dieu et vraiment l'appui des bonnes volontés comme le maire de la commune d'Oussouye, le promoteur Albert Diatta, nous avons pu nous regrouper les jeunes, nos jeunes lutteurs, donc pour aborder sereinement le tournoi qui va démarrer demain. Nous mettrons tous les atouts de notre côté, n'est-ce pas, tout ce que nous avons comme atout pour que le drapeau reste à Ziguinchor. L'objectif, c'est de remporter le titre du drapeau de l'État. Oui, aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est que le drapeau reste ici, de remporter ce drapeau. Et là, pour cela, nous avons mis tous les atouts de notre côté. Et nous avons organisé un regroupement, c'est vrai, de 10 jours. C'est insuffisant techniquement, mais nous avons confiance en nos lutteurs. Et nous savons qu'ils vont gagner ce drapeau. Pour finir, Barthélémy, après la victoire hier du Real Madrid, aujourd'hui l'équipe de Barça, leader, va jouer face à l'Espagnol Barcelone. La rencontre est prévue à 19h. C'est un choc entre ces deux équipes. À noter également les matchs entre Rayo Vallecano et l'équipe de Real Betis. Atlético Madrid contre Osasuna. Retafe défie l'Athletic Bilbao. Si Barça gagne ce soir, eh bien, il sera champion. Il sera champion. Objectif Merci. Donc le titre. Ouais, c'est ça. Merci Malal. Lecture commentaire Georges Déthié-Diop. Le dossier est envoyé en instruction. Il s'agit du dossier de l'affaire d'un immeuble de 5 étages qui s'est effondré à Ngor. Une décision du parquet. Libération informe que l'entrepreneur Pape Maoumifal Mafaldieng, propriétaire de l'engin d'excavation, et le conducteur Cher Dieng sont placés sous mandat de dépôt par le juge du 2e cabinet pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Selon le journal, le propriétaire qui avait contracté un prêt toujours en cours pour construire son bien a porté plainte contre celui du terrain contigu à l'immeuble et la société Afribat en charge des travaux d'excavation qui ont causé le drame. Extrait de justesse des décombres, Afal a aussi déposé plainte. Au lendemain de cet effondrement, le chef de l'État a évoqué en Conseil des ministres la problématique de la régulation des constructions. Vox Populi indique qu'il a actionné le gouvernement pour l'établissement d'une cartographie nationale de la situation. Le journal L'Info renchérit qu'il lance le Dubanti du secteur. L'affaire Azourafal, en plus de l'autosaisine du procureur, le militant de PASTEF est aussi sous le coup d'une plainte de la famille de l'ancien président Macky Sall. Placé sous mandat de dépôt mardi, c'est ce jeudi qu'il sera jugé devant le tribunal des flagrants délits pour discours contraires aux bonnes mœurs. Ainsi, Tribune souligne que les magistrats ont l'occasion d'affirmer leur indépendance face à la pression de PASTEF. De son côté, les Échos s'arrêtent sur les affaires Farbangom et Tahirou Sarr et annonce de grosses batailles devant la chambre d'accusation le 21 mai prochain. Selon le confrère, Tahirou et Farba contestent les ordonnances de rejet ou de saisie conservatoire de leurs biens. Il y a 12 requêtes, dont 2 de Farba et 10 recours de Tahirou Sarr. Les Échos précisent que la chambre d'accusation financière juge tous les recours le même jour. Tahirou Sarr qui trône aussi à la page de titre de l'Observateur qui informe qu'il est cité dans une nouvelle affaire. Sa société Sofico et les 100 milliards de
de l'État au profit de Coris Bank International, le marché intrigant de fourniture d'équipements, de sécurité et de matériel technique d'un montant de 45 milliards au ministère de l'Environnement. À lire dans l'Observateur les détails de 2 autres opérations de 35 milliards de francs CFA effectuées le 8 septembre 2023 et le 28 février 2024. Affaire Farbangom et autres dossiers Azurafal, Source A traite ce matin des soutiens croisés et fait état de duel à distance entre Sonko et Macky. Sonko a rendu visite hier à Azurafal et Kairé 221. Adama Adusfal, qui révèle avoir reçu un appel de soutien de Macky Sall, Source A relève qu'à travers leurs actes, l'ancien président et l'actuel premier ministre ont voulu montrer qu'ils n'entendent pas lâcher leurs frères de parti en proie à des procédures judiciaires. Le dialogue national et ses révélations de l'expert à l'une soirée dans les Échos. Il confie au journal que malgré le tintamarre autour, ils n'ont fait que copier les termes de référence du dialogue 2020. Selon lui, il suffisait d'évaluer le dialogue 2020 au lieu de mobiliser encore des millions. À la une du journal Le Quotidien, contrat d'affermage du secteur de l'électricité, le Sénégal, selon le journal, se fait électrocuter à Oyo. Alors que le ministre Biram Souleye Diop était encore dans leur mur, ses collègues ministres congolais ont décidé de ne pas valider le contrat d'affermage de la société. En d'autres termes, les Sénégalais devront encore attendre longtemps avant de décider de la distribution et la commercialisation de l'énergie électrique au Congo-Brazzaville. Sud Quotidien, lui, s'intéresse ce matin à la mobilité urbaine. 1 an après la mise en service du BRT, le souffle électrique qui change Dakar. 18 millions de passagers transportés en une année et 60 000 par jour par l'entremise de 70 bus articulés 100% électriques mis en circulation actuellement sur 2 lignes roulant sur des voies dédiées. Le BRT, selon nos confrères, a fini de changer la face de la mobilité urbaine et du transport de masse à Dakar, quoique les statistiques en termes de rentabilité, de coûts d'exploitation et ou de transport de masse soient encore loin des prévisions de départ. Ce dossier à lire dans le quotidien LAS, un dossier sur le cancer de la vessie au Sénégal, méconnu du grand public. Le cancer de la vessie fait pourtant partie des cancers urologiques les plus fréquents dans le monde. Au Sénégal, il demeure largement sous-diagnostiqué en raison d'un manque d'information, de l'automédication fréquente face aux troubles urinaires et d'un accès limité à des soins spécialisés. Chez les patients, les premiers signes, comme la présence de sang dans les urines ou des douleurs à la miction, sont souvent négligés ou mal interprétés. Pourtant, ajoute le journal, une prise en charge précoce peut améliorer considérablement le pronostic. À lire à la page 5 du journal LAS, cancer de la vessie au Sénégal, une pathologie méconnue, pourtant une véritable tueuse silencieuse. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Point de vue enseignement supérieur, perturbations dans les universités publiques, comment analyser la situation? Les chantiers inachevés dans les universités, le nœud du problème, c'est le cas à l'UADB avec cette manifestation et la réaction du conseil académique. Eh bien, pour en parler, nous sommes avec Mohamedou Lamine Ba. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Ngom Barthélémy. C'est monsieur Ngom. Oui. Alors, vous êtes le chef du département des sciences de l'éducation à l'UFR des sciences de l'éducation et de la formation et du sport de l'université Gaston Berger. Nous devons également être en ligne avec Yankob Seydi, ancien coordinateur du SAES, section UCAD. Il n'est pas encore en ligne. Je vous donne tout de suite la parole, monsieur Ba. La livraison des chantiers universitaires qui constitue un grand embarras, d'abord pour le gouvernement, et crée même des mouvements d'humeur au sein des universités publiques. Le dernier en date est survenu à l'université Alioune Diop de Bambey, après Hassan Sek de Ziguinchor. D'abord, quelle est votre réaction par rapport à cette situation? Voilà, merci beaucoup, M. Bob. Pour répondre à vos questions, permettez-moi quand même actuellement de m'incliner devant la mémoire d'un des étudiants qui était là et aujourd'hui qu'on commémore vraiment son 5e anniversaire de son décès. C'est M. Fallou Sen, qui était décédé ici le 15 mai 2018. Actuellement, c'est une journée noire à l'IGB. Les étudiants observent une journée noire, il n'y a pas d'enseignement. Donc, on est en train de faire quand même, de prier pour vraiment de reporter son âme au paradis. Donc, permettez-moi d'abord, avant d'entamer ça, vraiment de m'incliner devant sa mémoire et puis vraiment de compatir
toujours aussi à la douleur au niveau de la famille de Falloussen. Oui, ça fait 7 ans aujourd'hui, 15 mai, jour pour jour. C'était en 2018, oui. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, merci, M. Ngom. Donc, effectivement, la situation qui se passe au niveau de l'université Aline Diop de Tambay, c'est une situation qui était là, qui était prévisible. Donc, il y avait quand même des alertes qui étaient là, parce que c'est une université qui était là, qui effectivement avait besoin d'une extension. Les conditions étaient difficiles d'enseignement, l'hébergement était difficile. Donc, il fallait quand même qu'il y ait un plan quand même de construction. Et puis, dans le temps, et puis c'est quand même de mettre les étudiants dans de bonnes conditions. Malheureusement, peut-être cela aussi n'a pas suivi et on a de la situation, donc, comment il a dégénéré. Et c'est regrettable qu'on en arrive jusque-là, jusqu'à ce que le conseil académique décide quand même de suspendre les enseignements dans certaines UFR, de suspendre, et puis bon, maintenant on y va. Et il y a quand même ce mouvement, donc c'est un peu quand même regrettable, c'est déplorable. On aurait dû quand même privilégier le dialogue, les négociations, appeler tous autour d'une table, essayer de voir maintenant les solutions quand même urgentes pour ne pas... Mais pourquoi ces chantiers sont toujours inachevés? Par exemple, au-delà de l'UADB, si je prends par exemple le cas de Hassan Sek, de Ziguinchor, on voit que les chantiers ont été entamés depuis 2015. Tout à fait, c'est ça. Bon, c'est ça, la situation, elle est assez initiale. Il y a aussi, on est en chantier, il y a la plateforme du village 1, le chapiteau du restaurant 2 aussi, tout ça c'est un chantier. Et bon, c'est aux arrêts, donc je pense que le problème, c'est au niveau de la gestion, au niveau des autorités quand même qui sont au niveau ministériel. Le gouvernement aussi devait prendre ça en charge et puis voir maintenant dans leur plan, au niveau quand même de leur programme de financement pour les universités, mettre les priorités dans ces chantiers-là. Parce que des chantiers commencent depuis presque plus de 10 ans, une décennie. Je pense que c'est inacceptable quand même que vraiment que l'on soit là. Et en plus, ce qui est plus dramatique dans tout cela est que chaque année, les universités reçoivent de nouveaux bacheliers. Oui, c'est ça, effectivement, il y a la massification, elle est là, parce que quand l'État décide maintenant d'orienter tout le monde dans l'université publique, et c'est toujours une bombe qui est là. Donc, ça pose les infrastructures d'accueil ne suivent pas, donc on ne connaît pas les capacités d'accueil pour accueillir tout le monde. Et donc là, ça pose problème des mesures d'accompagnement. Donc, si l'État maintenant a pris la décision d'envoyer, d'orienter tous les étudiants, tous les bacheliers dans les universités maintenant, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement, qu'il y ait des infrastructures maintenant qui peuvent accueillir tous ces nouveaux bacheliers. Et maintenant, ce n'est pas le cas. Imaginez-vous, à l'IGB déjà, au niveau social, on n'a que 17 villages, alors qu'on a des étudiants qui actuellement sont au nombre de 24 700 étudiants, soit une couverture de 25%. Donc le taux de couverture est extrêmement faible. On n'a même pas pu vraiment essayer quand même d'accueillir convenablement même pas la moitié des étudiants qui nous ont été envoyés. On constate donc que la réalisation de ces infrastructures, ça n'avance pas au rythme du surpeuplement de nos universités. Pratiquement toutes les universités du pays ont largement dépassé leur capacité d'accueil. Vous avez cité tout à l'heure le gouvernement, mais même en de pareilles situations, quand les étudiants manifestent pour demander l'achèvement des travaux, on entend rarement les autorités, le ministère de tutelle. Oui, mais effectivement, c'est ça, parce que actuellement, les syndicats ont réagi quand même. Je vous parle en tant que connaissance de cause. Je suis secrétaire général du Sud-Est au niveau local, de la section de l'IGB. Et là aussi, il y a aussi le camarade de Bambay qui eux aussi, ils ont réagi, ils ont produit un communiqué. où effectivement, il s'est quand même de réagir par rapport à la situation dans laquelle vivent les étudiants. Donc là, c'est un problème de planification par rapport à ces ressources, par rapport à ces infrastructures. Parce qu'il faut au moins s'inscrire dans le temps, dans la durée. Donc les plans stratégiques maintenant des universités devaient prendre ça en compte. Et même s'ils prennent ça en compte aussi, il faut que l'État aussi puisse aussi réagir et accompagner ces plans stratégiques-là. Parce que le plan stratégique prétend sur 4 ans, sur 5 ans. Et là maintenant, il y a toujours ce volet-là. C'est pas que cette infrastructure maintenant, des capacités d'accueil. Parce que plus on a le nombre d'étudiants qui augmente maintenant, il faut aussi effectivement qu'il y ait une augmentation au niveau de la capacité d'accueil par rapport au campus social.
Donc là, je pense que le grand problème, c'est effectivement cette planification-là qui fait défaut. Si c'est bien planifié, à chaque fois maintenant, effectivement, on prévoit que donc d'ici 5 ans ou d'ici 10 ans, là, à combien de taux maintenant vraiment de bacheliers qui vont arriver à l'université. Et maintenant, il faut quand même se projeter et construire maintenant les capacités d'accueil qui sont adéquates par rapport à ça, pour pouvoir les accueillir. D'accord, en tout cas. Il y a un pilotage que les gens font, ils font du colmatage par-ci par-là, et puis cela ne peut pas continuer ainsi éternellement. Il faut aussi s'arrêter et avoir des mesures structurelles. Essayer de trouver des solutions structurelles, des solutions définitives aux problèmes. Alors, on sait que les chantiers inachevés représentent, comme vous l'avez dit, un problème majeur dans plusieurs universités sénégalaises. Mais cet arrêt brusque des travaux, c'est lié à quoi? À des financements insuffisants, un problème de gestion? Selon vous, c'est lié à quoi? Bon, mais effectivement, vous savez, quand on a changé de régime, il y a les nouveaux maintenant qui sont là, parce qu'il faut aussi que, peut-être, ils n'ont qu'à communiquer. Bon, on ne sait pas, mais vraiment, ils devaient communiquer avec les gens, quand même, voir à peu près pourquoi il y a cet arrêt, pourquoi il n'y a pas une continuité des chantiers. Donc, est-ce qu'il y a un problème de financement, ou bien est-ce qu'il faut revoir les contrats qui ont été signés avec ces bailleurs-là? Ou bien aussi, moi, je pense qu'il faut quand même aussi qu'il y ait une communication au niveau gouvernemental. Parce qu'on ne comprend pas. L'État est une continuité, d'accord, mais s'il y a un régime nouveau qui vient aussi, je pense bien que même si on fait l'état des lieux, on fait des études maintenant pour voir à peu près est-ce que réellement tout est sur les rails, est-ce qu'il n'y a pas de problème, c'est bien assaini. Il n'y a pas de souci, parce que les gens sont dans une réduction de compte, il n'y a pas de problème. Tout ceci est applaudit. Mais il ne faut pas aussi que ça aussi aille jusqu'à enfreindre un petit menace sur le bon déroulement, n'est-ce pas, du fonctionnement des universités. Il faut que les gens aussi prennent ça en compte et essayer de voir là où il y a quelques soucis, problèmes, régler ça et laisser les chantiers se dérouler. S'il y a maintenant un problème par rapport au financement ou bien aussi un problème par rapport aux partenaires qui sont là, qui devaient financer et qui sont retirés, ou bien s'il y a une rupture de contrat. Donc, tout ça, c'est des choses maintenant que les gens doivent quand même effectivement être au courant, pour pouvoir apporter des mesures adéquates pour que ces chantiers-là puissent vraiment se poursuivre et se terminer aussi dans de bonnes conditions. Les autorités donc sont appelées à communiquer sur la situation pour éclairer la lanterne des étudiants, mais également des Sénégalais de façon générale. Les étudiants, vous le savez, sont affectés par ce manque de salles de classe, de bibliothèques ou même d'autres équipements essentiels. Les professeurs, le personnel administratif travaillent également dans des conditions très difficiles. Cela peut affecter l'enseignement ou encore la recherche. Tout à fait. Non, le malaise, il est là, il est général, le malaise, il est là. Et puis, maintenant, ça devient, ça va devenir vraiment le malaise endémique. Parce que sinon, je peux comprendre qu'il y ait peut-être des problèmes conjoncturels, on règle ce problème, là, c'est un problème de problèmes structurels. Il faut des solutions structurelles à ça. Parce qu'à chaque année, avant, le problème de bourse se posait, chaque fois aussi, les bourses, les étudiants sortaient, mais c'était en train. Maintenant, je pense que ce problème-là, déjà, je pense que même si encore il n'est pas définitivement résolu, mais je pense quand même ça s'est beaucoup amélioré. L'autre versant, maintenant, actuellement, le grand problème de l'université, c'est au niveau des infrastructures et aussi des équipements aussi, équiper les laboratoires. On est des enseignants chercheurs, mais les laboratoires sont bien équipés. Parce qu'il dit université, dit recherche. Tout à fait, c'est la recherche qu'on est là. L'université produit la recherche quand même. Et l'université contribue au développement du pays. C'est important. Parce que la recherche, c'est ça qui fait avancer un pays. Mais un pays sans recherche, sans chercheurs, je pense bien que c'est un pays vraiment qui ne peut pas aussi développer comme ça. Et la recherche aussi a un coût. Je pense que ça a un coût. Il faut mettre le coût qu'il faut. Maintenant, comment on peut comprendre alors dans certaines UFR ou dans les universités aussi, ou bien dans les universités où il n'y a pas quand même de labos, même s'il y a encore des labos qui ne sont pas équipés. Et ça, les chercheurs là aussi qui sont là aussi, qui font la recherche, ils ne sont pas outillés. Et ils ne sont pas accompagnés au plan financier aussi pour pouvoir vraiment mener des recherches dans de bonnes conditions. Donc, cela tue la recherche. Et quand ça tue la recherche, je pense que aussi, cela aussi, ça peut vraiment être un peu quand même, ça ne veut pas participer au développement de notre pays. Donc, alors, au vu de toute cette situation, vous comprenez la manifestation ou les manifestations des étudiants, c'est ça?
Non, mais c'est compréhensible. Ils ont alerté, ils ont fait des journées de grève, tout ça là. Maintenant, et l'État aussi était, il y avait une sous l'oreille. Il fallait le faire. Maintenant, les sociétés devaient effectivement prendre le taureau par les cornes depuis au départ. La situation, on ne peut pas la laisser jusqu'à ce qu'elle pousse de revenir et jouer au sapeur-pompier. Il faut maintenant qu'il y ait des signes. Il y a des alertes qui sont là. Donc, dès les premiers signes, je pense bien que les gens devaient au moins réagir. Et malheureusement, chez nous, c'est partout dans toutes les zones, les gens laissent la situation pourrir et jouent à la petite autruche, alors que ce n'est pas ça. Donc, il faut affronter les problèmes. Les problèmes sont là au quotidien. Il faut les affronter au quotidien et aussi, à chaque fois aussi, quand même, essayer de trouver des solutions pour pouvoir, effectivement, les régler définitivement dans des solutions structurelles. Donc, mais tant que maintenant aussi, à chaque fois, on fait la sourde oreille, ou bien on limite les problèmes, ou bien on dit non, c'est pas vie, on remet ça au lendemain, tout ça, sans que cela aussi, ça pas créer des blocages aussi en universitaire. Les gens, ils sont mécontents, ils sont révoltés. Depuis des années. Ils ont fait tout, les grèves, ils ont fait des journées sans ticket et tout. Maintenant, il faut aussi qu'ils ils sont arrivés à bout. Mais en tout cas, la situation est restée en l'état depuis des années, des chantiers morts-nés dans presque toutes les universités publiques du pays. Mohamedou Lamine Ba, merci, chef du département des sciences de l'éducation de l'UFR, des sciences de l'éducation et de la formation, du sport également de l'université Gaston Berger. On devait être également en compagnie avec Yankoba Seydi, malheureusement, nous ne l'avons pas eu. Yankoba Seydi, ancien coordinateur de la section CS de l'université Cheikh Anta Diop. Peut-être à 13h, il sera là avec Eladji Ndiogou. Merci beaucoup, monsieur Ba. Merci. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h, dans moins de 9 minutes avec Eladji Ndiogou. Mesdames, messieurs, merci à vous. C'était le midi, présenté par Barthélémy Ngo, mise en nom de Aliouba. Chef d'édition Awambaï, Anna Rocha, réalisation Ndiogou. Il sera là dans quelques minutes pour le 13h. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média. Publicité.